Alors, je vous rappelle juste qu'on avait vu la semaine dernière, donc on avait commencé le cours sur les relations. Donc, rappel, euh, une relation sur un ensemble X, c'est par définition un sous-ensemble de X croix X, tout simplement. Et on note X, R, Y si X, Y appartient à R. Ok. Et puis on avait vu quatre propriétés possibles. On dit qu'elle est réflexive si pour tout X dans X, X est en relation avec lui-même. Symétrique si pour tout XY dans X, X en relation avec Y implique Y en relation avec X. Antisymétrique si pour tout XY dans X, X en relation avec Y et Y en relation avec X. Donc si on a les deux en même temps, alors forcément X égale Y. Et puis enfin, transitive si pour tout X, Y, Z dans X, X en relation avec Y et Y en relation avec Z implique que X est en relation avec Z. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions sur les définitions, des trucs que vous avez relus depuis la semaine dernière et qui vous semblent plus très clairs? Non? Bon, on va continuer un peu à faire l'exo 2. On avait commencé la fois dernière. On avait fait juste le premier, on va faire les autres. Donc là, on prend X, les nombres réels, et on prend la relation R sur les nombres réels. Bon, il y a deux R différents, hein, ne soyez pas perturbés. Il y a le R des nombres réels et le R de la relation. Donc on dit que X est en relation avec Y quand cos carré X plus sinus carré Y égale 1. Bon. Oh là. Attendez. J'ai mal configuré ma tablette. Bref. Et donc on nous demande quand est-ce que cette relation est réflexive? Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est antisymétrique? Est-ce qu'elle est transitive? Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Il y en a certains qui sont faciles, d'autres qui sont un peu moins faciles. C'est pas non plus très dur, hein. Monsieur, Ouais, la question c'est juste si R est réflexive, symétrique, tout ça ouais, c'est ça. C'est savoir est-ce que cette relation vérifie les propriétés qui sont au-dessus ou pas. D'accord, merci.
Alors, est-ce que R est réflexive? Oui. Alors, pourquoi est-ce que R est réflexive? Parce que cos carré x plus sin carré x, ça fait 1. Ouais. En fait, il suffit juste de vérifier que x est Rx, c'est-à-dire que cos carré x plus sin carré x égale 1. Donc oui, car x est Rx est toujours vrai. Cos carré x plus sinus carré x, ça c'est une identité trigonométrique que vous connaissez bien, ça fait 1. C'est juste le théorème de Pythagore, hein. On a le cercle trigo, là. Vous avez cos carré ici, sinus carré là, et l'hypoténuse est de longueur 1. Alors, est-ce que R est symétrique? Est-ce que quelqu'un a réussi à le faire ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait vérifier pour vérifier que R est symétrique? Il faut vérifier, donc la définition est encore là, que si x est en relation avec y, alors forcément y est en relation avec x. Donc c'est-à-dire, est-ce que cos carré x plus sinus carré y égale 1, ça implique que cos carré y plus sinus carré x égale 1. Est-ce que ça, si ça, est-ce que si ça c'est vrai, alors ça forcément c'est vrai. Est-ce que vous arrivez à trouver un contre-exemple? Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est vrai? Vous avez qu'à répondre oui si vous pensez que c'est vrai, non si vous pensez que c'est faux, et ne sait pas si vous pensez. Comment? Juste une question. Oui. On est d'accord quand on dit réflectif, c'est qu'on part du principe que x égale y. Ici. Oui et oui. Oui, c'est-à-dire, est-ce que si je remplace x par x et y par x dans la définition, est-ce que c'est vrai? Ok, merci. Bon, alors là, c'est un peu mitigé. Les résultats, il y en a 7 qui me disent oui, 3 qui me disent non, et une personne qui dit je sais pas. Alors, comment est-ce que ceux qui ont répondu oui, est-ce que vous savez le démontrer? Ceux qui ont répondu non, est-ce que vous savez trouver un contre-exemple? Personnellement, j'ai mis oui. Parce Pourquoi? que si cos carré de x plus sin carré de y est égal 1, ça veut dire que x égale y. Et que du coup, on peut inverser. Ah, est-ce que forcément, si cos carré x plus sinus carré y égale 1, x égale y? Enfin, je pense. Bah, Ça fait x égale y modulo 2pi. même pas forcément. Alors déjà, effectivement, x peut être égal à y seulement modulo 2pi. Par exemple, prenez x égale 0, y égale 2pi. Cos de 0, ça fait 1. Donc
1 au carré, plus sinus de 2π qui vaut 0, ça fait 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc 0 est en relation avec 2π. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Par exemple, vous prenez x égale 0 et y égale pi, vous aurez 1 au carré plus 0 au carré qui fait encore 1. Mais du coup, on peut pas inverser. On peut pas directement faire comme ça. Parce que Et si puis on vous... met cos carré de pi plus sin carré de 0, on aura 0 et pas. On n'aura pas 0. Pardon? Mais du coup, on peut pas inverser x et y, parce que cos carré de pi plus sin carré de 0, c'est pas égal à 1. Bah si. Ah, Cos si, carré de parce que c'est au pi, carré. Oui, oui, j'ai un 10 au carré. cos de pi, ça fait moins 1. Au carré, ça fait 1. Plus sinus Oui, oui, carré de j'ai 0 qui fait 0, ça fait oublié le bien carré. 1. Bon. Bon, mais là, sur les exemples qu'on a vus, a priori, ça a l'air de marcher à peu près. Est-ce que vous avez réussi à trouver un contre-exemple? Quelqu'un? Monsieur, Oui. si on prend x, c'est pi sur 3 et y pi sur 6, ça fonctionne comme contre-exemple ou pas? Là, ça marche pas, il me semble, parce que... Parce que le cos de pi sur 3, c'est 1 demi, au carré, c'est 1 quart. Ouais. Le sinus de pi sur 6, 1 demi aussi, donc au carré, c'est 1 quart. Ça fait Ouais. 2 quarts, donc 1 demi. Bah oui, donc ça fait pas 1. Ouais, Donc, donc bah, c'est pas un contre-exemple. bah ça veut dire que pi sur 3 n'est pas en relation avec pi sur 6. Ah, faut qu'on trouve deux qui soient en relation. En fait, le contre-exemple, ce serait le contre-exemple à cette implication. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un exemple de couple XY tel que X est en relation avec Y, mais Y n'est pas en n'est pas en relation avec relation. X. Ok. C'est ça le truc. Là, dans ce cas-là, il n'y a aucun des deux qui est vérifié, donc ce n'est pas un contre-exemple à l'implication. Bon, je ne vais pas vous laisser mariner 3 heures. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Sinon, je vous donne une indication. Non? Personne? Bon, bah, essayez de réécrire cette équation de manière plus simple, de manière qui soit clairement symétrique, en utilisant cette équation qui est là. Comment on peut utiliser l'équation qui est au-dessus pour réécrire ça, par exemple? On écrit que cos carré plus sin carré de Ouais. x égale cos carré de x plus sin carré de y. Ouais. Par exemple, le 1 qui est là, on peut le remplacer par cos carré x plus sinus carré de y. Et du coup, les cos carré qui simplifient, ça devient sinus carré y égale sinus carré x. Ok? Vous avez oublié un x au-dessus. Oui, oui, là, ce y, c'est un x. Hein. Ok, j'ai remplacé le 1 qui est là, ici. Et du coup, les cos carrés se simplifient, il reste juste sin carré y égale sin carré x. Et ça, c'est clairement symétrique, parce que ça, c'est évidemment équivalent à sinus carré x égale sinus carré y. Et donc, en refaisant le même raisonnement, c'est équivalent à y en relation avec x. Ok? En fait, la relation, là, elle est un peu compliquée. En fait, si deux nombres sont en relation, si et seulement si leurs sinus au carré sont égaux. C'est-à-dire, si x est congru à y ou moins y modulo pi. Et ça, c'est bien symétrique.
D'accord? Si le sinus de x au carré est égal au sinus de y au carré, alors le sinus de y au carré est égal au sinus de x au carré. Ça va? Donc, conclusion, oui, R est symétrique. D'accord? Ça va pour tout le monde, ça, ou pas? Bon, bon vous m'interrompez hein, si jamais il y a des soucis. Maintenant, est-ce que R est antisymétrique? C'est-à-dire, est-ce que x en relation avec y et y en relation avec x, ça n'arrive que si x égale y? Ou bien est-ce que c'est possible d'avoir x en relation avec y et y en relation avec x, mais de ne pas avoir x égale y? Elle est pas antisymétrique. Voilà, elle n'est pas antisymétrique. Donc il y a quelqu'un dans le chat aussi qui l'a dit. Alors pourquoi? Parce que si on prend x égale pi moins y, alors ils auront le même sinus, donc le même sinus au carré. Ouais. Alors d'accord. Mais du coup, il faut me donner un contre-exemple précis, pas juste un truc qui dépend de x. Donc, par exemple, X égale 0, y égale pi. voilà. Il faut vraiment prendre l'habitude de donner des contre-exemples avec des valeurs précises. D'accord? 0 est en relation avec pi, parce que le sinus au carré de 0, ça fait 0, c'est égal au sinus au carré de pi. Et pi est en relation avec 0. Pareil, on peut faire voir que leurs sinus au carré sont égaux, ou bien on peut se servir de ce qu'on vient de faire, de dire que comme 0 est en relation avec pi, alors pi est en relation avec 0, mais 0 est différent de pi. Ça va? Maintenant le principe. Alors on arrive à la dernière propriété. Est-ce que R est transitive? C'est-à-dire, est-ce que si on a trois nombres, que le premier est en relation avec le deuxième et le troisième en relation avec le troisième, alors automatiquement, le premier est en relation avec le troisième. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, Monsieur, oui, est-ce que x doit être différent de z? non, pas forcément. D'accord. C'est pour tout x, y, z. Alors, donc on vous donne trois nombres, et on vous dit, les deux premiers sont en relation, enfin, x et y sont en relation, y et z sont en relation. Est-ce que, du coup, x et z sont en relation? C'est juste ça.
Mais on ne sait pas si les nombres sont égaux, différents ou quoi que ce soit, hein. Alors, quand vous avez réfléchi, répondez au sondage, dites oui si vous pensez que c'est vrai, non si vous pensez que c'est faux. Non. D'accord. Bon alors, il y a presque tout le monde qui a répondu. Bon là c'est assez mitigé les résultats. Alors, si on pense que c'est non, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit trouver 3 nombres x, y et z, tels que x en relation avec y en relation avec z, mais x n'est pas en relation avec y. Donc x en relation avec y, ça veut dire que le sinus de x au carré est égal au sinus de y au carré. Ça, y en Non, relation c'est avec pas z. ça. Comment? C'est pas plutôt que sin carré de... Ah si, en fait, ok. Là, je réutilise ce qu'on a fait au début, hein. Je réutilise ce truc-là, où on a montré que x est en relation avec y, si et seulement si leurs sinus au carré sont égaux. Ok. Parce que c'est un peu compliqué avec ce truc-là. Alors, alors il y a quelqu'un qui m'a donné un contre-exemple. X égale pi, y égale 0, z égale moins pi. Alors regardons. Est-ce que le sinus de pi au carré est égal au sinus de 0 au carré? Là, ça fait 0 au carré, ça fait 0. Là, 0 au carré, ça fait 0, donc oui. Là, on a 0 au carré, ça fait 0. Sinus de moins pi, ça fait 0 au carré, ça fait 0, donc ok. Mais le truc, c'est que ce truc-là aussi est vrai. Le sinus de x au carré fait 0. Le sinus de z au carré fait aussi 0. Donc, c'est pas un contre-exemple. Parce que dans ce cas-là, on a bien x en relation avec z. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné un contre-exemple. Pi en relation avec 0. 0 en relation avec 2pi. Mais pi n'est pas en relation avec 2pi. Alors, sauf que si. Sinus carré de pi, ça fait 0. Sinus carré de 0, ça fait 0. Donc ça, c'est OK. Sinus carré de 0, ça fait 0. Sinus carré de 2pi, ça fait 0. Donc ça, c'est OK. Mais là, on a aussi pi en relation avec 2pi. Parce que le sinus carré de pi, ça fait 0. Le sinus carré de 2pi, ça fait 0. Donc pi est bien en relation avec 2pi. Donc c'est pas non plus un contre-exemple. En fait, regardez là ce que j'ai écrit. Est-ce que, et c'est ce que je suis en train de faire sur tous les exemples depuis tout à l'heure, est-ce que si le sinus au carré de x est égal au sinus carré de y, et que le sinus carré de y est égal au sinus carré de z, alors sinus carré x égale sinus carré z? Oui, c'est des égalités. Bah oui, c'est des égalités. Si ça égale ça, si le premier égale au deuxième, et le deuxième égale au troisième, alors le premier égale au troisième. Ça, c'est vrai. Donc en fait, cette relation est transitive. Même si, quand on l'a vu au début, elle n'avait pas l'air, hein. Le truc avec cos carré et sin carré, ça n'a pas l'air très transitif. En fait, on peut la réécrire, montrer que c'est équivalent à autre chose qui, lui, est transitif. OK? Donc R est bien transitif.
Ça va pour tout le monde? On peut aussi le démontrer avec le cos carré et le sin carré, hein. Il faudra à un moment se servir de la relation cos carré plus sin carré égale 1. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Ah, comment je l'ai démontré? Bah, du coup, l'hypothèse, c'est quoi? On veut montrer une implication. Donc, l'hypothèse, c'est x en relation avec y en relation avec z. La conclusion, c'est x en relation avec z. Donc, on prend x, y, z quelconque, et on prend comme hypothèse que le sinus au carré de x égale au sinus carré de y, et que le sinus au carré de y égale au sinus carré de z. Okay, et du coup, on se demande, est-ce que c'est vrai alors que le sinus au carré de x égale au sinus carré de z? Bah oui, c'est vrai, car le sinus au carré de x est égal au sinus carré de y. Ça, c'est l'hypothèse 1. Et l'hypothèse 2 nous dit que le sinus au carré de y égale au sinus carré de z. Ça, c'est l'hypothèse 2. Et ça nous permet de déduire que le sinus au carré de x égale au sinus carré de z. Ah, on me demande à quel moment j'ai montré que cos carré plus sin carré égale 1, équivalent à sin carré égale sin carré. C'est ici. C'est là. Ça, c'est équivalent à ça. C'est ce qu'on a démontré ici. C'est que x en relation avec y, c'est équivalent à sin carré x égale sin carré y. C'est la même chose. Et on a juste utilisé l'égalité cos carré plus sin carré égale 1. Donc là, on remplace ce 1 par cos carré x et sin carré x. Et on simplifie les cos carré x. Et il reste juste sinus carré y égale sinus carré x. Est-ce que ça va là, ou est-ce qu'il y a encore des points pas clairs? Ça va? Ok. Bon, après, il faut qu'on avance un peu là. Bon, on va passer à l'exo suivant, qui est du même style, hein. On a x, c'est encore les réels, et x est en relation avec y si et seulement si x est strictement inférieur à y. Bon, là, c'est plus facile, hein. Donc, est-ce qu'elle est réflexive? Non. Alors, il y a quelqu'un qui me dit non dans le chat. Pourquoi? Parce que x, il n'est pas strictement inférieur à lui-même. Là, il faut donner un contre-exemple, encore une fois. 4 n'est pas inférieur à 4. Voilà. Par exemple, 4 n'est pas strictement inférieur à 4. Non. Par exemple, 4 n'est pas strictement inférieur à 4. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut un contre-exemple? Imaginons, je dis x, c'est grand A inclus dans R, et je vous mets cette relation, et je vous demande si elle est réflexive. Eh bien, la réponse est non, sauf si grand A égale le vide, par exemple. Si grand A égale vide, alors la relation est réflexive, parce que même si ce truc-là est toujours faux, comme il n'y a pas de contre-exemple, on ne peut pas trouver un élément de l'ensemble vide, alors la relation est quand même réflexive. Je sais que ça... Bon, c'est une discussion qu'on a déjà eue la semaine dernière, qui est un peu
compliqué, mais il faut faire attention à ce genre de truc. Alors, est-ce qu'elle est symétrique? Alors, quelqu'un m'a dit non. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas symétrique? Parce que si on a 4 strictement inférieur à 5, alors on n'a pas 5 strictement inférieur à 4. Ouais, ok. Puis bah, dans le chat, on m'a aussi donné une réponse. Donc là, c'est encore non, par exemple. 4 est strictement inférieur à 5, mais 5 n'est pas strictement inférieur à 4. Alors, est-ce qu'elle est antisymétrique? Là, réfléchissez bien. Pensez bien à ce que j'ai dit là sur la réflexivité avec les contre-exemples. Voilà, je laisse tout le monde réfléchir parce que là, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Quand vous êtes à peu près sûr de vous, vous pouvez répondre au sondage. Vous dites oui si vous pensez que c'est antisymétrique et non sinon. Et si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Si au bout de plusieurs minutes... J'ai dit de répondre au sondage, comme ça tout le monde a une chance de réfléchir. Bon, j'attends encore un tout petit peu. Bon, alors, dans les réponses, il y a 7 oui, 1 non, et 3 ne sait pas. Alors, essayons de commencer la réflexion, donc pour expliquer à ceux qui ont dit non ou qui ne savent pas. Bon, bah, antisymétrique, c'est est-ce que x est y, donc est-ce que x strictement inférieur à y et y strictement inférieur à x implique x égale y. Pour tout, x, y dans R. Bon. Donc, on va prendre la chose à l'envers. Imaginons, on essaye de démontrer que c'est faux. Il faudrait trouver x et y, tel que x est strictement inférieur à y, et y est strictement inférieur à x, mais x est différent de y. Et là, on pourrait se dire, bah, bon, si x est inférieur à y et y inférieur à x, ils ne peuvent pas être égaux, vu que x est strictement inférieur à y, et que y est strictement inférieur à x, c'est qu'ils ne sont pas égaux. Mais en fait, c'est pas tellement ça la question, parce que est-ce qu'on peut trouver x et y des réels tels que x est strictement inférieur à y et y est strictement inférieur à x? Voilà. On sait que, comme vous dites en fait, la conclusion, en un sens, elle est fausse, mais c'est même pas tellement qu'elle est fausse là, c'est plutôt qu'on peut même pas trouver de x et y qui vérifient l'hypothèse.
Parce qu'on ne peut pas trouver de x et de y qui vérifient à la fois x strictement inférieur à y et y strictement inférieur à x. Donc là, c'est vrai. On ne peut pas trouver de x, y dans R tel que x est strictement inférieur à y et y est strictement inférieur à x. Parce que ça entraînerait x strictement inférieur à x. Et c'est impossible, parce que ça voudrait dire que x est différent de x. Donc, l'implication x strictement inférieur à y et y strictement inférieur à x implique x égale y est vrai. Même si, parce que l'hypothèse est fausse. Donc, que la conclusion soit vraie ou pas, c'est vrai. Alors, il y en a deux qui m'ont écrit que la conclusion est fausse. La conclusion n'est pas forcément fausse. Si je prends x égale y égale 0, la conclusion est vraie. Mais l'hypothèse est fausse. Et le faux implique le vrai, donc ça va. Et si la conclusion est fausse, on a faux implique faux et c'est aussi vrai. Hein, faux implique faux, c'est vrai. Bon. Il faut un peu réfléchir à ce que ça veut dire, mais c'est vrai. Ça. Quand on a une hypothèse fausse, l'implication est vraie, que la conclusion soit vraie ou fausse. D'accord? Donc là, j'ai bien écrit l'implication est vraie. J'ai pas écrit que j'ai pas écrit qu'on pouvait trouver x et y tel que ça c'était vrai. J'ai dit que quel que soit x et y, cette implication est vraie. Parce que l'hypothèse est fausse et vous avez vu avec la table de vérité ou je sais pas quoi que bah, le faux et si on mettait faux au début, quoi qu'on mette à la fin, c'est vrai. Vous pouvez voir ça comme ça, dire on peut pas trouver de contre-exemple. S'il n'y a pas de contre-exemple, bah, c'est que c'est vrai. Voilà. Bon, on va terminer avec transitive. Est-ce que x inférieur à y et y inférieur à z implique x inférieur à z? Ouais, alors là, tout le monde me dit oui. Bon, effectivement, hein, c'est vrai. Ça, vous le savez depuis longtemps. Hein, si vous avez un nombre qui est plus petit qu'un autre et que cet autre il est plus petit qu'un troisième, bah, c'est que le premier est plus petit que le troisième. Ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Bon, ça va cet exo? Monsieur, Oui? parce que dans un contrôle, je suppose qu'il faudrait quand même marquer une démonstration. Et comme démonstration, il faudrait juste mettre x inférieur à y inférieur à z dans une seule inégalité. Si vous Qui- voulez, mais enfin, qui on ne vous le prouve demanderait ça. pas comme ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est logique, mais en fait, je sais même pas comment on pourrait démontrer tellement ça paraît logique. En fait, là, le souci, c'est que on vous a jamais défini ce que c'était un nombre réel, et on vous a jamais défini ce que c'était que cette inégalité-là. Donc, le problème vient de là, c'est que vous n'avez pas les fondements qui permettent de démontrer proprement le truc. Donc là, c'est tout. Il faut juste dire c'est vrai, oui, on le sait, parce que c'est une des propriétés des nombres réels qu'on a apprises. D'accord, Si vous merci. continuez à étudier les maths, un jour, vous verrez une définition des nombres réels et vous verrez une définition de l'inégalité, et vous serez capable de démontrer ça. Mais pour le moment, en fait, il nous manque les fondations. Si on... Ok, merci. Voilà, pour le moment, ouais, je peux pas écrire mieux que ça. Oui, c'est vrai, c'est une propriété connue des nombres réels. Mais un jour, vous saurez ce que c'est un nombre réel et vous saurez démontrer ça. J'espère. Bon, allez, on en fait un dernier comme ça. Enfin, sauf s'il y a des questions là avant que je passe à la suite. Bon. Ah, alors. Non, ça va. Ok, bah, on passe au dernier de l'exercice. Donc on prend. Alors, je vais pas prendre les mêmes notations que dans l'énoncé parce que comme ça. Donc on va prendre Z, un ensemble non vide. Ok. Et vous prenez X, c'est l'ensemble des parties de Z. Donc c'est l'ensemble des grands A tels que grand A est inclus ou égal à Z.
Ok, l'ensemble des sous-ensembles de Z. Ok. Bon, et on définit une relation sur X, donc sur les sous-ensembles de Z, par A est en relation avec B, si et seulement si. Alors, soit ils sont égaux, soit A, c'est le complémentaire de B. Alors, on va faire des sondages à chaque fois. Donc, répondez pas tout de suite dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'elle est réflexive? C'est-à-dire, hein, je vous rappelle la définition, est-ce qu'un sous-ensemble est toujours en relation avec lui-même? Monsieur, Oui, vous avez marqué A égale B ou A égale Z privé de B. oui. Mais je comprends pas si A est égal B. Ah mais non, oui, je suis... Non, 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 bah si, oui. Si on fait A est égal Z privé de B, Oui. ça veut dire que A est égal à tout ce qui est tout ce qui appartient à Z en dehors de B, mais vu qu'on sait que A est égal B, enfin, du coup Non, c'est non, non. plutôt l'inverse. Il y a un ou entre les deux. On dit que deux ensembles sont en relation si on est dans un de ces deux cas. Si on est dans le Ah, cas A ok. égale B ou si on est dans le cas A est le complémentaire de B. D'accord, merci. On va rarement être dans les deux en même temps. Enfin, c'est même impossible. Mais on dit qu'on est dans la relation si l'un des deux est vérifié. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qui est écrit dans le chat, désolé. Alors, bon, le sondage, bon, il y a encore 4 personnes qui n'ont pas répondu. Alors, est-ce que quasiment tout le monde a dit oui, sauf une personne. La question, c'est est-ce que A est toujours en relation avec A? Est-ce que si je prends A égale B ici, ce truc-là, A égale B ou A égale Z privé de B est vrai? Bah oui, parce que A est Oui. égal A. Voilà, A est égal à A, donc c'est vrai, oui, car bah, si A égale A, alors en particulier, on est dans l'un des deux cas. On est dans le cas A égale A ou A égale Z privé de A. Ah, vous savez, là, ce ou là, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est vrai. Ou les deux, peut-être. Mais là, il y en a un des deux qui est vrai, donc ça, c'est bon. Et du coup, par définition, ça entraîne que A est en relation avec A. Ok? Monsieur, Oui? du coup, quand on écrit R réflexive, ça veut dire Ouais. que pour tout A appartenant aux parties de Z, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais, ouais. Là, l'ensemble sur lequel on travaille, c'est X. Oui, ok. D'accord. Merci. Voilà, c'est Mais pas... si on a l'ensemble vide, ça marche pas. Bien Mais on si. a dit que Z est différent de l'ensemble vide. Ouais, Oui, là, mais c'est une partie de bon, Z, dans les parties, il y a tout le temps l'ensemble vide. oui, oui, mais l'ensemble vide est égal à lui-même. Ah, ok. Le vide, Ouais, ok. ça, c'est pas un souci. Ça va? Il y a d'autres questions là-dessus? Bon, je sais que l'ensemble vide, c'est un ensemble très bizarre, hein, mais il arrive qu'il y ait des trucs qui marchent hein, sur l'ensemble vide. Il faut pas.
Après, c'est bien, c'est un bon réflexe hein, de vérifier qu'est-ce qui se passe si c'est vide, qu'est-ce qui se passe si c'est ci et tout ça. Alors, essayons le cas symétrique. C'est-à-dire, est-ce que quand A est en relation avec B, automatiquement B est en relation avec A? Voilà, répondez au sondage, écrivez oui si vous pensez que c'est vrai, faux si vous non si vous pensez que c'est faux. Voilà, exactement, il y a 2 cas, hein. Il y a 2 cas à vérifier. Alors il y a 2 personnes qui ont répondu non et 9 qui ont répondu oui. Alors effectivement, la réponse, ça va être oui. Bon, pas que les maths soient démocratiques, hein, mais en l'occurrence, la majorité a raison ici. Si A est en relation avec B, alors B est en relation avec A. Donc on va voir pourquoi c'est vrai et puis, les personnes qui ont répondu non, après vous pourrez me dire si jamais il y a un truc pas clair. Bon, les autres aussi d'ailleurs. Voilà, il y a un ou, comme, dit votre camarade, donc il y a 2 cas à vérifier. C'est-à-dire, on doit vérifier est-ce que A égale B ou A égale Z privé de B entraîne que B égale A ou B égale Z privé de A. Donc il faut montrer une, attention, attention, attention. Il y a un ou à l'arrivée, donc si, on arrive à montrer un des 2, on a gagné. Par contre, il y a aussi un ou au départ dans l'hypothèse, donc il faut faire 2 démonstrations. Une démonstration dans le cas où on est là et une démonstration dans le cas où on est là. OK? Parce que, vous voyez, il faut faire la distinction entre ce qu'on sait et ce qu'on veut démontrer. On sait qu'on est dans un de ces 2 cas-là, que soit A égale B, soit A est le complémentaire de B. Et on veut montrer que ça c'est vrai, donc on veut montrer que soit A est le complémentaire de B, soit B est le complémentaire de A plutôt, soit B est égal à A. Donc, en termes de conclusion, si on arrive à montrer une des 2, c'est gagné. Par contre, en termes d'hypothèse, on ne sait pas dans laquelle des 2 on est, donc on est obligé de faire la démonstration pour les 2. Donc on doit faire un cas par cas. On a le cas A égale B et le cas A égale Z privé de B. Alors, effectivement, dans le premier cas, A égale B, ça entraîne B égale A. Ça, c'est clair. Voilà, A n'est pas forcément égal à B, hein. Il faut faire les 2 cas. Ça va, hein? C'est un ou, donc vous pouvez, faire le truc avec les règles de Morgan et tout ça, simplifier ça, vous verrez. En gros, il faut montrer que ça implique ces 2-là et que ça implique ces 2-là. Avec les règles de Morgan. C'est-à-dire, P ou Q implique R, c'est la même chose que P implique R et Q implique R. Donc il faut montrer les 2. Par contre, si l'implication c'est un ou à l'arrivée, ça fait, le ou entre les 2 implications. Donc il suffit de montrer une des 2. Ah, attendez, je suis revenu en arrière trop. Mais vous pouvez y réfléchir, sans y réfléchir de manière formelle. Vous faites juste, un peu de la logique, quoi. Vous savez que cette hypothèse qui est là est vraie, donc ça veut dire qu'on est dans un des 2 cas. Mais on ne sait pas lequel, donc si on veut montrer que c'est toujours vrai, bah, il faut montrer que quel que soit le cas dans lequel on est, c'est vrai. Donc qu'on soit dans le premier ou dans le deuxième. Par contre, on veut montrer que ce ou là est vrai,
Ça, c'est la conclusion qu'on veut. Il suffit de montrer que celui de gauche ou celui de droite est vrai. Ce sera suffisant. Bon. Donc, le cas A égale B, on a gagné. Par contre, le cas A égale Z privé de B, on n'a pas encore gagné. Oui, oui. Là, vous voyez, vous écrivez deux choses correctes là dans le chat, mais il ne faut pas juste montrer que... Vous avez écrit dans le chat A, R, B entraîne A égale B ou A égale Z privé de B, et A égale B entraîne B égale A, entraîne B R A. Mais ça ne veut pas dire que A R B entraîne B R A. Ouais, comme dit votre camarade, ça suffit pas. C'est ce que j'ai expliqué à ce niveau-là. Il faut montrer que A égale B ou A égale Z privé de B implique ça. Mais ça, on ne l'a pas encore montré. Nous, ce qu'on a montré, c'est que si le premier implique BRA, alors que le premier implique BRA, mais il faut aussi montrer que le deuxième l'implique, parce qu'on ne sait pas dans lequel des deux cas on est. D'accord? On sait que ARB, c'est vrai si on est dans ce cas ou si on est dans ce cas. Mais si je vous dis juste que je sais que A est en relation avec B, je ne sais pas dans quel cas on sera. Bon, là, il faut que vous y réfléchissiez chez vous. Hein. Bon. Alors, si on est dans le deuxième cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit pourquoi est-ce qu'il y a au moins un de ces deux-là qui vérifie? A égale le complémentaire, enfin A égale Z privé de B. Est-ce qu'on peut faire les opérations en faisant A union B égale Z? Oui, mais alors c'est vrai qu'on aura A union B égale Z, mais du coup, pourquoi est-ce que B sera le complémentaire de A? Bah, parce que si on prend l'égalité B égale complémentaire de A, on fait l'union de A et on a la même chose. Oui, mais le problème, c'est là, vous me dites, on a Z privé de B, union B, c'est égal à Z. A union B, c'est égal à Z. Donc, A égale... oh, pardon. A union Z privé de A égale Z. Donc, B égale Z privé de A, mais c'est pas automatique. Vous voyez, on peut avoir A union B égale un truc, A union C égale un truc, mais B est différent de C. Il faut une condition supplémentaire. Bon. Là, vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer que B égale Z privé de A. C'est quoi ça? C'est une égalité d'ensemble. Comment on fait pour montrer une égalité d'ensemble? A est différent de B, c'est pas une condition suffisante. En fait, la condition, ce serait que A est disjoint de B plutôt. Qui veut Faut justement prendre dire... un élément puis montrer qu'il est dans l'autre. Ouais. Attendez, ouais, je finis ma phrase et puis ensuite je réponds. Si vous savez qu'ils sont disjoints et que leur union, c'est l'ensemble tout entier, alors l'un est complémentaire de l'autre. Mais il faut le montrer en fait. Bon, alors comme vous dites, effectivement, c'est une égalité d'ensemble. Il faut montrer que si vous avez un élément de B, alors il est dans le complémentaire de A et vice-versa. Donc, pour tout B dans B, blablabla,
Et pour tout Z dans Z privé de A, pourquoi est-ce qu'un élément de B est dans le complémentaire de A? Nous, on sait ça. On sait que A, c'est le complémentaire de B. Et on veut montrer cette égalité d'ensemble, donc une double inclusion. Il faut montrer que si on prend B, il est dans Z privé de A, et vice-versa. Monsieur, Oui, quand on aura montré ça, ça veut dire qu'on aura montré B égale Z privé de A. oui. Oui, ok. Voilà. Là, l'objectif, c'est de montrer ça. Et donc ça, c'est une égalité d'ensemble. Pour montrer une égalité d'ensemble, vous savez qu'il faut montrer que le premier est inclus dans le deuxième et que le deuxième est inclus dans le premier, en gros. Donc pourquoi est-ce que B est inclus dans Z privé de A? Bon, je vous laisse réfléchir encore quelques minutes tous et toutes. Et puis on va y réfléchir ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit B est inclus dans Z privé de A parce que A et B sont disjoints. Alors oui, mais en fait, c'est un peu ce que je vous demande de montrer, si vous voulez. Bon, je vais écrire parce que là, bon, on pourra faire des révisions sur les ensembles après, mais là, je veux qu'on avance un peu. Vous pouvez le reprendre, essayer de le refaire. Si B est dans B, B n'appartient pas à Z privé de B. Donc, par définition, B n'appartient pas à A. Et donc, B appartient à Z privé de A. Et réciproquement, si Z est dans Z privé de A, Z n'appartient pas à A. Donc, par définition, A égale Z privé de B, ça veut dire que Z n'appartient pas à Z privé de B. Et donc, Z appartient à B, par définition de Z privé de B. Ok, donc conclusion. B égale Z privé de A. Et donc, dans tous les cas,
si A est en relation avec B, ça entraîne que B est en relation avec A. Ça va pour tout le monde ou pas? Bon. Alors, on me demande en privé pourquoi il fallait distinguer deux cas. Bon, je l'aurais dit une dernière fois, après. Donc là, on a quelque chose du style proposition ou proposition entraîne proposition ou proposition. Vous avez P ou Q entraîne R. Ça, vous utilisez les règles de De Morgan et le machin et truc et bidule. C'est la même chose que P entraîne R et Q entraîne R. Donc, il faut montrer que à la fois ça entraîne tout ça et que ça entraîne tout ça. Et ensuite, il faut montrer que un truc qui entraîne un OU, et vous pouvez montrer que P' entraîne Q' ou R'. C'est la même chose que P' entraîne Q' ou... Non, pardon. Si, P' entraîne R'. Voilà. Bon. Voilà, mais... bon. Bon, on va continuer. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Je vous rappelle, hein, vu qu'on ne voit plus la définition, ARB, c'est équivalent à A égale B ou A égale Z privé de B. Mais bon, en tout cas, c'est pas une bonne habitude à prendre, hein, de raisonner avec ces trucs comme ça, parce que là, on comprend pas vraiment ce qu'on fait. C'est mieux de se dire, bah, là, il faut montrer que ça implique ça. Là, on sait que ça, c'est vrai, donc soit c'est qu'on est dans un des deux cas. Et donc, pour montrer que c'est toujours vrai, cette implication, il faut montrer que c'est vrai dans chacun des deux cas, parce qu'on ne sait pas dans quel cas on est. Je vous laisse y réfléchir chez vous, tranquillement. Ça viendra avec l'habitude, je pense. Alors, est-ce que si A est en relation avec B et B est en relation avec A, alors A égale B? Bon. Réfléchissez.
y a 9 personnes qui ont répondu sur 13 et en gros, c'est moitié-moitié, oui, non. Bon, alors, repensez à ce qu'on vient de faire. Nous, on vient de voir que si A est en relation avec B, alors B est en relation avec A, automatiquement. Donc, en fait, ça, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est équivalent à A en relation avec B, c'est équivalent à B en relation avec A. Donc, la question, c'est de savoir si vous avez deux ensembles qui sont en relation, est-ce qu'ils sont forcément égaux? Ok, donc, la question, on veut savoir si A en relation avec B implique A égale B. Bon, si maintenant je la pose comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bon, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, hein. Il y a deux cas possibles pour avoir A en relation avec B. On peut avoir A égale B, mais on peut aussi avoir A égale Z privé de B, c'est-à-dire A le complémentaire de B. Et est-ce que si A c'est le complémentaire de B, A peut être égal à B? Ou pas? Ah, nous on sait que ça c'est ARB, c'est-à-dire est-ce que A égale B ou A égale Z privé de B implique A égale B. Bon. Et là, c'est ce qu'on vient de faire. Ça veut dire qu'il faudrait montrer, si on voulait montrer que c'était vrai, il faudrait le montrer dans les deux cas. C'est-à-dire, est-ce que si A égale B, alors A égale B, bah ça c'est vrai. Par contre, est-ce que si A égale Z privé de B, on a A égale B? Bah là, pas forcément. Et en fait, on a un contre-exemple. Le vide est en relation avec Z, parce que le vide, c'est bien le complémentaire de Z, et Z est en relation avec le vide, mais Z est différent du vide. Ok? Le vide, c'est le complémentaire de Z, Z, c'est le complémentaire de vide, mais le Z n'est pas égal au vide. Donc on a un contre-exemple à cette implication-là. Bon, je pense que le mieux, c'est que vous y réfléchissez vous, mais est-ce que, avant qu'on passe à la suite, vous avez des questions? Bon. Là, je pense que le mieux, c'est que cet exo, on s'arrête là pour le moment. On le reprendra la semaine prochaine. Vous reprenez ce qu'on a fait depuis le début. Et puis, vous essayez de voir, enfin, vous essayez de bien comprendre tout ce que j'ai expliqué et vous essayez de voir pour la transitivité. Puis on corrigera mercredi prochain. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Bon, là, sur le quart d'heure qui reste, on va reprendre un petit peu de cours et puis après, on fera des exos là-dessus la semaine prochaine et puis on terminera la semaine où on rattrape. Donc, dans le cours, on était à la deuxième partie du chapitre sur les relations et on va parler des relations d'ordre. Ok. En gros, les relations, c'est un truc très général. Nous, on va s'intéresser à deux grands types de relations. Il y aura les relations d'ordre et les relations d'équivalence. Donc là, on va commencer par les relations. Donc, définition.
une relation d'ordre sur X et une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive. On les note souvent. Comme ça. Donc une relation d'ordre, c'est une relation qui vérifie ces trois conditions. Elle doit être réflexive, antisymétrique et transitive. Les trois à la fois. Si on vérifie que 2 sur les 3 ou 1 sur les 3, c'est pas bon. On n'appelle pas ça une relation d'ordre. Vraiment que ce soit les 3. D'accord? Bon, et puis dans ce cas, j'en parlerai après. Bon, déjà des exemples. Prenez X, un ensemble quelconque. Alors, égal est une relation d'ordre. Ça, on l'a vu. Hein. L'égalité est réflexive, parce qu'on a toujours x égale x. Elle est antisymétrique, parce que si x égale y et y égale x, alors x égale x, y égale y. Et elle est transitive, parce que si x est égal à y et y égale à z, alors x égale z. Donc c'est bien une relation d'ordre. Alors bien sûr, ce n'est pas une relation d'ordre très intéressante, parce que à quoi ça sert une relation d'ordre? Ça sert à comparer deux éléments. Et là, ça nous dit que les seuls éléments qu'on peut comparer, c'est on peut comparer un élément avec lui-même, et on sait juste qu'il est égal à lui-même. Bon. Un autre exemple, vous prenez R avec la relation d'ordre habituelle. C'est bien une relation d'ordre. OK? Un nombre est toujours inférieur ou égal à lui-même. Si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z, à x, alors x égale y. Et enfin, si x est inférieur à y et y inférieur à z, alors x est inférieur à z. D'accord? Ça, c'est un exemple qu'on a déjà vu. Enfin, vous prenez l'exemple où vous avez z, un ensemble quelconque. Vous prenez x, les parties de z, exactement comme on vient de faire, et on pose la relation d'ordre. Comme ça, l'inclusion. C'est une relation d'ordre. Ça, c'était un exemple, je ne sais plus si on l'avait fait. Bon, on peut voir, hein. Réflexif. A est bien toujours inclus ou égal à A. Antisymétrique. Si A est inclus dans B et B est inclus dans A, alors A égale B. Ça, vous le savez, sur les ensembles. Et enfin, transitif. Si A est inclus dans B et B est inclus dans C, alors A est bien inclus dans C. Ça, vous le savez aussi. Hein. Si tous les éléments de A sont dans B et que tous les éléments de B sont dans C, alors tous les éléments de A sont dans C. OK? Alors, il faut faire attention. Les relations d'ordre, ça sert à comparer des éléments. Et là, vous voyez sur cet exemple, on ne peut pas toujours comparer. Attention, si on a une relation d'ordre, on ne peut pas forcément comparer deux
éléments quelconques. Hein, si je vous donne deux sous-ensembles de Z, c'est pas forcément le cas qu'il y en a un qui est inclus dans l'autre ou pas. Donc c'est pour ça qu'on donne une définition. Une relation d'ordre est totale si, étant donné x, y dans grand X, on a x inférieur ou égal à y ou y inférieur ou égal à x. Donc la relation inférieure ou égale. Dans le cas contraire, on dit qu'elle est partielle. Ok, donc si on récapitule ce qu'on vient de voir, hein, parmi les relations, il y a des relations qui sont spéciales. C'est les relations qui sont à la fois réflexives, antisymétriques et transitives. Ces relations, on les appelle des relations d'ordre. Et dans notre tête, on se dit que c'est des trucs qui servent à comparer des éléments, à dire un il est plus grand que l'autre. Et ça généralise l'idée qu'on a sur les réels, de dire un réel est plus petit qu'un autre réel. Ça vérifie toutes les propriétés qu'on aime bien. D'accord? Sur les réels, hein, les propriétés que vous aimez bien, c'est un réel est toujours inférieur ou égal à lui-même. Si un réel est plus petit qu'un autre et que l'autre est plus petit que le premier, alors c'est qu'ils sont égaux. Et si un réel est plus petit qu'un autre et que cet autre est plus petit qu'un dernier, alors le premier est plus petit que le dernier. Les trucs que vous connaissez bien. Les relations d'ordre, ça généralise ça. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on a vu sur la relation d'ordre des réels, on va généraliser ça à des ensembles quelconques. Bon, mais première généralisation qu'on fait, c'est que on ne demande pas que deux éléments quelconques soient comparables. On n'a pas forcément x plus petit que y ou y plus petit que x. Si Monsieur, c'est le cas, oui. quand vous avez défini la relation totale, le fait que vous avez mis un inférieur ou égal, c'est juste pour dire une relation d'ordre? Oui, c'est une relation d'ordre sur un ensemble quelconque. Ok, donc Moi, je les appelle comme ça. ça peut Si vous même voulez, être je peux faire un petit un symbole un peu différent pour dire que c'est une relation d'ordre quelconque et c'est pas la relation sur R. Vous voyez, je peux le faire comme ça, un peu bizarre. D'accord, ok. Et c'est pas forcément la relation sur R. Un exemple de relation partielle, c'est cette relation-là, la relation d'inclusion. Si vous avez un ensemble Z, vous prenez deux parties de Z, c'est pas forcément le cas que ces deux parties sont comparables. C'est possible d'avoir deux sous-ensembles de Z, tels que ni A est inclus dans B, ni B est inclus dans A, par exemple. Donc, je vais l'écrire explicitement, hein, P de Z inclus, et partiel si Z a au moins deux éléments. Par exemple, Z différent de Z', alors le singleton Z et le singleton Z' ne sont pas comparables. Donc cette relation n'est pas totale. On a des éléments qui ne sont pas comparables. Lui n'est pas inclus dans lui et lui n'est pas inclus dans lui. Bon, un autre exemple de relation partielle qui est intéressant, c'est la divisibilité. On prend X, l'ensemble des entiers relatifs. On définit une relation qu'on note avec une barre, comme ça en général, sur X par X divise Y, si et seulement si il existe n dans Z tel que Y égale nx. C'est la relation de divisibilité.
Bon, on peut vérifier que cette relation est une relation d'ordre. Ça, c'est un exercice à faire chez vous. C'est assez instructif. Je me demande si je ne l'avais pas fait la semaine dernière, celui-là. Je ne sais plus. Qui est partiel. Parce que, par exemple, 2 ne divise pas 3, et 3 ne divise pas 2. On ne peut pas les comparer avec la divisibilité. Ok. Bon, je vous conseille d'essayer de... Un exercice à faire chez vous, si vous voulez vous entraîner sur quelque chose, montrer que ça, c'est une relation d'ordre. Je regarde si elle n'est pas dans le poly. Bon. Dans les exemples. Je peux vous le dire à l'oral, sinon. Pourquoi elle est réflexive? Est-ce que x divise x? Oui, si je vous donne 2 entiers, enfin, si je vous donne un entier, il se divise lui-même. Ici, vous pouvez choisir n égale 1. Ah, pardon. J'ai écrit une bêtise, il ne fallait pas prendre les relatifs, il fallait prendre les naturels. Désolé. Maintenant, si je vous donne 2 entiers, je vous dis le premier divise le second et le second divise le premier, alors ces entiers, ils sont forcément égaux. Hein, pensez-y. Et maintenant, si je vous dis que x divise y et y divise z, c'est-à-dire y c'est nx et z c'est my, alors z ce sera n fois m fois z fois x. Donc x divise z. Voilà, essayez d'écrire chez vous ce que je viens de dire à l'oral. Bon, vous pouvez revoir la vidéo YouTube. Monsieur, Oui. pourquoi on a remplacé le z par n dans... Ouais, ça c'est moi qui me suis trompé parce que si on prend z, c'est pas une relation antisymétrique. Parce que par exemple, 1 divise moins 1 divise 1, mais 1 et moins 1 sont différents. Ah, d'accord. Voilà, c'est... Par contre, si on est dans les positifs, ça peut pas arriver, ça. Oui, ok. Merci. Mais du coup, petit n, il peut quand même être dans grand Z. Bah ouais, mais si vous avez 2 nombres positifs, là, à moins qu'il y en ait un des deux qui soit 0, Ok. si x et y sont tous les deux positifs, là, il faut forcément mettre un nombre positif, à moins que x égale y égale 0, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour n, mais... Bon. Ok. Alors, je vais terminer là, les quelques minutes qui restent par écrire des définitions qu'en fait, on a déjà vues dans le cadre des nombres réels. C'est juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Alors, on me demande en privé, dans l'exemple, 2 et 3 ne sont pas comparables. Bah oui, exactement. On ne peut pas comparer 2 avec 3, ni dans un sens, ni dans l'autre. D'accord? Donc, ce n'est pas la relation d'ordre habituelle. Hein. Pour la relation de divisibilité, 2 et 3 ne sont pas comparables. Même si avec la relation qu'on a l'habitude, ils le sont. Bon, je vais juste écrire quelques définitions. Et vous allez voir, c'est exactement les mêmes que d'habitude dans les réels, mais c'est pas... C'est dans le cadre d'un truc plus général. Et puis la semaine prochaine, on va faire quelques applications. Donc on prend X, un ensemble et une relation d'ordre. Soit A inclus dans X, un majorant de A est un élément grand M dans X, tel que pour tout A dans A est inférieur ou égal à X, à grand M, pardon. Le maximum de A, s'il existe, est un élément
M dans grand A qui majore grand A. Et enfin, la borne supérieure de grand A, si elle existe, est le plus petit majorant de grand A. Donc le minimum des majorants de grand A. Et bien sûr, vous avez les mêmes définitions pour minorant, minimum et borne inférieure, que je ne vais pas écrire complètement. Bon. Alors juste pour vous montrer que ça peut être différent de ce qu'on a l'habitude, exemple, vous prenez Z, l'ensemble, bon, disons l'ensemble des entiers naturels, et vous prenez X égale P de Z avec la relation inclus. OK? J'en ai pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il faut prendre une partie de X. Donc c'est un ensemble dont les éléments sont des sous-ensembles de Z. Donc imaginons, on prend grand A, c'est un ensemble, et les éléments de grand A sont des sous-ensembles de Z. OK? Donc on va prendre 1, 2 et 2, 3. Grand A n'a pas de maximum. Mais il a un sup. Et le sup de grand A, c'est un élément de P de Z qui, d'une part, contient 1, 2 et 2, 3. D'accord? Je vais le faire à l'oral parce qu'on commence à manquer de temps, hein. Donc c'est un majorant de grand A, c'est-à-dire il doit être plus grand que ça et plus grand que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit contenir l'ensemble 1, 2, et il doit contenir l'ensemble 2, 3. Et en plus de ça, parmi tous les éléments qui contiennent 1, 2 et 2, 3, ça doit être lui le plus petit. C'est-à-dire que si j'ai un autre ensemble qui contient 1, 2 et 2, 3, il doit contenir le sup. Bon. Bah, si vous y réfléchissez, ce sup, c'est l'ensemble 1, 2, 3. Parce que il contient bien 1, 2 et 2, 3. Donc c'est bien un majorant. Et si B, je ne vais pas l'appeler B, si W contient 1, 2 et 2, 3, alors il contient 1, 2, 3. Donc c'est un majorant de cet ensemble. Et si W c'est un autre majorant, alors il est plus petit que ce majorant. Donc vous voyez, W est plus grand que 1, 2, 3. Donc c'est bien 1, 2, 3 la borne sup. OK? Bon là je sais que c'est peut-être très difficile de comprendre ça juste en voyant la définition. Donc la semaine prochaine, on va faire pas mal d'exos là-dessus. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée de ce qui nous attend. OK? Bon, il y a des questions avant qu'on s'arrête? Là, on déborde. Je comprends juste pas pourquoi on dit que si W contient 1, 2 et 2, 3, il contient 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 3, c'est un ensemble un peu à part, donc comment ça se fait qu'il soit aussi dans W? Bah, si vous avez un qui est inclus et 2, 3 qui est inclus dans W, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 appartient à W et 2 appartient à W. Ça veut dire que 2 appartient à W et 3 appartient à W.
Ah, donc on peut les reformer un peu comme on veut. Voilà, et vous combinez tout ce monde-là ensemble, ça veut dire que 1 appartient à W, 2 appartient à W, et 3 appartient à W. Et du coup, 1, 2, 3 est inclus dans W. Ok. Merci. Ok. Bon, là c'est un exemple, c'est juste voilà, pour que vous ayez un peu une espèce d'idée de ce qu'on va faire, mais on fera ça bien plus en détail la semaine prochaine. Ok, il y a d'autres questions avant qu'on s'arrête? Non? Ah, alors. Ah non. Bon, les autres non plus. Bon, bah, je vais couper l'enregistrement alors.